La carte était posée là, sous la lumière crue d'une salle des ventes parisienne. Un simple rectangle de parchemin jauni, craquelé par le temps et le sel, portant les stigmates de voyages oubliés. C était la carte du galion espagnol San Espectro, un nom qui murmurait des promesses d'or et de gloire englouties. Pour la plupart des collectionneurs présents dans la salle feutrée ce jour de mars 2007, il s'agissait d'un artefact historique de grande valeur, un objet de convoitise. Mais pour un jeune homme assis au 3e rang, ce morceau de papier était bien plus que cela. C était une relique familiale, un testament inachevé, le point final tragique d'une histoire qui avait volé en éclats 20 ans plus tôt, au cœur des Caraïbes. C était le dernier vestige de son grand-père. Adrien Lefebvre n'avait que 5 ans lorsque son grand-père, le légendaire cartographe Arthur Lefebvre, avait disparu. Pourtant, son image restait gravée dans sa mémoire, celle d'un géant au regard pétillant, sentant le tabac froid et l'aventure. Historien et analyste de données, Adrien vivait une existence bien plus rangée, une vie passée à décrypter le passé à travers des archives et des écrans. Aujourd'hui, il était là, le cœur battant, prêt à dépenser toutes ses économies non pas pour un trésor, mais pour un fantôme. Il voulait posséder le dernier objet que son grand-père avait touché, l'instrument même qui l'avait conduit à sa perte. Il cherchait une connexion, une explication silencieuse enfermée dans les fibres du vieux parchemin. Arthur Lefebvre n'était pas un simple chercheur de trésors, il était un poète des mers, un homme qui lisait les courants et les étoiles, comme d'autres lisaient des livres. Sa réputation le précédait dans tous les ports, de Marseille à Fort-de-France. Il était célèbre pour sa rigueur scientifique, mais aussi pour son intuition presque surnaturelle. La quête du San Espectro devait être son chef-d'œuvre, le couronnement d'une carrière exceptionnelle. En juin 1987, il avait mis les voiles avec son équipage, financé par un consortium d'investisseurs mené par son associé et ami, Philippe Delaroche. Il n'était jamais revenu, balayé par une tempête tropicale soudaine et violente, au large de la Martinique, près d'un lieu au nom funeste, la Fosse du Diable. L'atmosphère dans la salle des ventes était électrique, un silence respectueux uniquement brisé par la voix monocorde du commissaire-priseur. La carte du San Espectro était la pièce maîtresse de la collection. Adrien sentait les regards des autres enchérisseurs, des hommes d'affaires aux cheveux gris et aux portefeuilles bien garnis, des collectionneurs qui voyaient l'objet pour sa valeur marchande. Pour lui, était une question personnelle, presque une profanation de voir ce fragment de sa propre histoire mis à prix. Il serrait nerveusement le catalogue dans ses mains, le papier glacé devenant humide sous ses doigts. Il avait étudié chaque ligne, chaque tache d'encre de la reproduction. Imaginant son grand-père penché dessus, traçant une route vers le destin. La mise à prix fut annoncée. 20 000 €, une somme déjà considérable. Les enchères s'envolèrent aussitôt. 25, 30. Adrien leva sa plaquette, la voix légèrement tremblante. 32 000. Un homme au fond de la salle surenchérit instantanément. 33. La tension était palpable. Adrien se remémora les mots de sa grand-mère. Sa voix empreinte d'une douleur jamais guérie. Cette carte lui a tout pris. Ne la laisse pas t'emporter toi aussi. Mais il ne pouvait pas reculer. Était une compulsion, un besoin viscéral de récupérer ce qui appartenait à sa famille. Il annonça fermement. 35 000 €. Le silence se fit. Était le montant maximum qu'il pouvait se permettre, le prix de son héritage. 35 000 une fois, 2 fois. Le marteau du commissaire-priseur resta suspendu dans les airs un instant qui parut une éternité à Adrien. Puis il s'abattit avec un bruit sec, qui résonna comme un coup de feu. Adjugé! Un soupir de soulagement parcourut le jeune homme, immédiatement suivi par le poids écrasant de sa décision. Il était maintenant le propriétaire de la carte qui avait tué son grand-père. En se dirigeant vers le bureau pour finaliser la transaction, il sentit un regard insistant sur lui. Était l'homme qui avait enchéri contre lui, un individu au visage dur qui le dévisageait avec une froideur qui n'avait rien à voir avec la déception d'un collectionneur. Une première note de malaise s'insinua dans l'esprit d'Adrien. Plus tard dans la soirée, dans la quiétude de son petit appartement parisien, Adrien déroula délicatement son acquisition sur une table en bois. L'odeur de la mer, du papier ancien et d'une encre oubliée emplit la pièce. La carte était encore plus impressionnante en vrai. Les côtes étaient dessinées avec une précision d'orfèvre, les sondes de profondeur notées d'une écriture élégante mais ferme, celle de son grand-père. Il suivit du doigt l'itinéraire tracé à l'encre rouge, un chemin sinueux entre les récifs et les courants dangereux des Caraïbes, menant à une croix marquant l'emplacement présumé du San Espectro. Était un objet magnifique et mortel, un chef
œuvre de cartographie qui avait servi de linceul. La version officielle, celle consignée dans les rapports de gendarmerie d'août 1987, était simple et sans appel. Le navire d'Arthur Lefèvre, l'Intrépide, avait été pris dans une tempête tropicale imprévue et d'une violence inouïe. Aucun débris n'avait jamais été retrouvé, aucune balise de détresse n'avait été activée. L'enquête avait été classée rapidement. Disparu en mer, présumé victime des éléments. Philippe Delaroche, l'associé survivant, avait financé un mémorial à Fort-de-France, un bloc de marbre froid face à la mer, portant les noms d'Arthur et de son équipage. Une fin tragique mais plausible pour des hommes qui défiaient l'océan. Une vérité acceptée par tous, y compris par la famille Lefèvre, résignée à vivre avec le deuil et l'incertitude. Pourtant, en cette soirée de mars 2007, alors que la lumière de son bureau tombait sur le parchemin, Adrien sentit un doute, éveillé. 20 ans de silence, 20 ans d'une histoire figée dans le marbre d'un mémorial. Il tenait entre ses mains la dernière conversation de son grand-père avec le monde, un dialogue muet fait de lignes et de symboles. Il ne le savait pas encore, mais il ne tenait pas seulement un itinéraire vers un trésor perdu. Il tenait une confession posthume, une accusation silencieuse, écrite avec une encre invisible. Il tenait la clé d'un meurtre soigneusement dissimulé. Et en l'achetant, il venait de se peindre une cible dans le dos, réveillant des fantômes que certains auraient préféré laisser dormir au fond de l'océan. Le parchemin reposait sur la table en chêne, fragile et puissant à la fois. Un silence presque religieux emplissait le petit appartement parisien d'Adrien. Un contraste saisissant avec le tumulte de la salle des ventes, quelques heures plus tôt. La lumière tamisée de la lampe de bureau jetait des ombres dans les craquelures du papier, transformant les lignes de côte en chaînes de montagnes miniatures et les sondes de profondeur en abysses mystérieux. Chaque fibre de ce document semblait vibrer d'une énergie ancienne. Adrien n'osait presque pas respirer, de peur de dissoudre ce moment suspendu dans le temps. Il avait attendu cet instant toute sa vie, sans même le savoir. Tenir cette carte, ça était comme tenir la main de son grand-père à travers le voile de la mort, un contact froid mais indéniable, qui faisait frissonner sa peau. Les doigts d'Adrien, habituellement si agiles sur un clavier d'ordinateur, tremblaient légèrement en effleurant la surface rugueuse du parchemin. Il suivit du bout de l'index, le tracé à l'encre rouge, la route fatidique vers le San Espectro. Il pouvait presque sentir la pression de la plume de son grand-père, la concentration dans son regard, l'excitation qui devait animer son cœur d'explorateur. C était plus qu'un objet, C était une extension de l'homme lui-même, une relique sacrée. En fermant les yeux, il inspira profondément, cherchant à capter une trace de l'odeur de tabac froid ou d'embrun marin qu'il associait à ses vagues souvenirs d'enfance. Mais le papier ne sentait que la poussière des années, et le vide de l'absence, une odeur douce amère de temps perdu. Une vague de tristesse submergea soudainement l'euphorie de l'acquisition. 20 ans. 20 ans que cette carte était la dernière chose qu'Arthur Lefèvre avait touchée avec espoir, avant que l'océan ne l'avale tout entier. Pour le jeune historien qui était Adrien, le passé était une chose d'étude, une série de faits et de dates à analyser de manière clinique. Mais ce soir, le passé avait un poids, une texture, une présence physique et oppressante dans son propre salon. Il se sentit écrasé par la responsabilité qui lui incombait désormais. Il était plus seulement le gardien d'un souvenir familial, il était le dépositaire d'une tragédie, le curateur d'un rêve inachevé, qui avait viré au cauchemar. L'image de son grand-père, floue mais persistante, s'imposa à son esprit. Un géant souriant, une barbe poivre et sel piquant sa joue d'enfant, des mains larges et calleuses, qui pouvaient dessiner le monde avec une précision d'horloger. Arthur était une légende, un mythe. Adrien, lui, était qu'un analyste de données, un homme qui passait ses journées à déchiffrer des algorithmes, plutôt que des courants marins. Que faisait-il avec cet appel à l'aventure entre les mains? Une part de lui se sentait comme un imposteur, indigne de toucher à un tel héritage. Pourtant une autre part, plus profonde et plus ancienne, sentait que était sa place, que ce chemin avait été tracé pour lui bien avant sa naissance, par le sang et par le destin. Puis, la réalité matérielle de son geste le frappa avec la violence d'une vague. 35 000 €. Toutes ces économies, le fruit d'années de travail méticuleux et de sacrifices, étaient évaporées en un seul coup de marteau. Une panique froide lui serra l'estomac. Il venait de troquer sa sécurité financière, son avenir tangible, contre un fantôme de papier et d'encre. Pour un instant, il se demanda s'il n'avait pas commis une folie, s'il ne s'était pas laissé emporter par une impulsion romantique et immature. Que dirait sa grand-mère? Elle qui avait tant souffert,
qui avait toujours considéré cette quête du trésor comme une malédiction. Il avait agi seul, mu par une force qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais le doute fut aussi bref qu'intense. En posant à nouveau les yeux sur la carte, sur elle, écriture ferme et élégante de son grand-père, Adrien sut qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Cet objet n'avait pas de prix. C était le point final manquant de sa propre histoire, la clé pour comprendre non seulement la mort de son aïeul, mais aussi une partie de lui-même. C était un acte de foi, un pèlerinage. Il ne cherchait pas l'or du San Espectro, il cherchait une réponse, une forme de paix que 20 années de silence n'avaient jamais pu lui apporter. L'argent N était qu'un détail trivial face à l'immensité de cette quête personnelle. Il se sentait plus riche ce soir, avec ses poches vides, qu'il ne l'avait jamais été. Il sentit le besoin irrépressible de partager ce moment. Il prit son téléphone et composa le numéro de sa grand-mère, Isabelle. La sonnerie résonna 3 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix douce et fatiguée, traversant la ligne. « Adrien, tout va bien, mon chéri ?» Il hésita une seconde, cherchant les mots justes. « Bonsoir, grand-mère. Oui, tout va bien. Je dois te dire quelque chose. J'ai fait une chose un peu folle aujourd'hui. » Il entendit le léger crépitement de la ligne, un silence chargé d'attente. « J'ai acheté la carte. La carte du Parsou, San Espectro. J'avoue, la carte de grand-père. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle parole, un abîme de souvenirs douloureux, qui s'ouvrait entre eux. La voix d'Isabelle quand elle revint était brisée, un murmure empreint d'une peur qu'Adrien connaissait trop bien. « Oh, Adrien, pourquoi es-tu allé déterrer ces fantômes ? Cette carte, elle nous a tout pris. Elle lui a pris la vie, et à moi, elle m'a pris mon amour. Je t'en prie, mon garçon, sois prudent. Ne la laisse pas t'emporter toi aussi. Certains secrets devraient rester au fond de l'océan. » Son avertissement N était pas un reproche, mais une supplique, le cri d'un cœur, qui avait déjà trop perdu, et qui craignait de perdre à nouveau. Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprenait sa douleur, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Après avoir raccroché, les paroles de sa grand-mère résonnaient dans l'appartement silencieux. « Ne la laisse pas t'emporter toi aussi. » Loin de le dissuader, cet avertissement renforça sa détermination. Ce N était plus seulement une quête personnelle, C était devenu une promesse. Une promesse faite à cette femme qui avait vécu 20 ans dans l'incertitude. Une promesse faite à l'enfant de 5 ans qu'il avait été, qui n'avait jamais compris pourquoi son héros N n'était pas rentré à la maison. Et une promesse faite à Arthur lui-même, un pacte silencieux avec le fantôme qui hantait sa famille. Il ne laisserait pas cette histoire se terminer sur une note de tragédie et de mystère. Il trouverait la vérité, quelle qu'elle soit. Son regard se posa à nouveau sur la carte, mais il la voyait différemment. Ce N était plus une simple relique. C était une pièce à conviction, un témoignage. Chaque ligne, chaque symbole, chaque tache d'encre pouvait être un indice. L'historien en lui, l'analyste de données, commença à prendre le dessus sur le petit-fils nostalgique. Il devait l'examiner avec la rigueur d'un scientifique, la décortiquer comme un texte ancien cachant un sens secret. La version officielle de la tempête tropicale lui avait toujours semblé trop simple, trop commode. Son grand-père était l'un des marins les plus expérimentés de sa génération. Il n'aurait pas été surpris si facilement par les éléments. Alors qu'il se penchait pour observer de plus près la rose des vents ornais, son œil fut attiré par un détail insignifiant. Une minuscule tache, d'une couleur légèrement différente du reste de l'encre, presque imperceptible, près de la zone nommée « la fosse du diable ». Ce N était probablement rien, une simple imperfection du parchemin, ou une décoloration due à l'humidité. Pourtant, Adrien ne put s'empêcher de ressentir un frisson. C était comme si la carte venait de lui murmurer un premier secret, une invitation à regarder au-delà des apparences, à chercher l'histoire cachée sous l'histoire officielle. Il ne le savait pas encore, mais ce point minuscule était le début d'un chemin bien plus sombre et dangereux que celui qui menait à un trésor espagnol. Mais ce N était que le début de ce qui allait suivre. L'histoire de cette carte était loin d'être terminée, et ce qu'Adrien s'apprêtait à découvrir allait secouer les fondations mêmes de sa vie. Si vous êtes aussi captivé que lui par ce mystère, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite. Activez les notifications pour être le premier à savoir ce que cache cette carte. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et posez-vous la question, que feriez-vous dans une situation pareille ? Pensez-vous que vous supporteriez le poids d'un tel héritage ? Votre soutien est crucial pour que nous puissions continuer à déterrer ces histoires oubliées. Pour comprendre la carte, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a dessinée. Arthur Lefebvre N n'était pas un simple chasseur de trésors.
En 1987, son nom était une légende dans les cercles de l'archéologie maritime et de la cartographie. C. était un homme bâti comme un chêne, avec des mains capables de réparer un moteur de bateau le matin et de tracer des isobates d'une finesse d'orfèvre l'après-midi. Il possédait un mélange rare de rigueur académique et d'instinct quasi mystique. Ses pairs respectaient sa méthode, mais craignaient son intuition, cette capacité à sentir une épave sous des tonnes d'eau et de sable, là où les sonars restaient muets. Il ne cherchait pas l'or pour la richesse, mais pour l'histoire qu'il racontait. Chaque doublon, chaque fragment de poterie était pour lui une syllabe d'un langage oublié, et il était le dernier traducteur. Avant d'être une légende, Arthur était un mari et un grand-père. Pour le petit Adrien, âgé de 5 ans, il était un géant qui sentait le sel, le tabac froid de sa pipe et l'aventure. Ses visites étaient des événements, des tempêtes de joie dans le quotidien tranquille de la famille. Il ramenait des coquillages étranges, des histoires de monstres marins, et des cartes dessinées sur des serviettes en papier. Isabelle, sa femme, était le port d'attache de ce navigateur infatigable. Elle était la gardienne de leur foyer, une femme douce mais à la volonté de faire, qui vivait dans une angoisse perpétuelle à chaque départ de son mari. Elle aimait l'explorateur mais craignait que l'océan, sa seule véritable rivale, ne finisse par le garder pour toujours. Leur amour était un phare dans la brume des expéditions lointaines. Dans cette équation, Philippe de la Roche était la pièce maîtresse financière. En apparence, il était l'ami et le mécène parfait. Charismatique, élégant, issu d'une vieille fortune industrielle, il avait rencontré Arthur lors d'une conférence et avait été immédiatement séduit par sa passion. Il avait créé le Consortium des Antiquités Maritimes, officiellement pour financer les recherches d'Arthur, lui donnant les moyens de ses ambitions. De la Roche était l'homme du monde, celui qui naviguait dans les salons parisiens et les conseils d'administration, tandis qu'Arthur naviguait sur les mers des Caraïbes. Leur relation était dépeinte dans la presse comme une alliance entre le savoir et le capital, une amitié indéfectible au service de l'histoire. Personne ne voyait le prédateur patient qui se cachait derrière le sourire du philanthrope. La quête du San Espectro devait être leur couronnement. Ce galion espagnol, disparu en 1654 avec une cargaison légendaire, était l'obsession d'Arthur depuis une décennie. Il avait passé des années à compiler des archives à Séville, à recouper des journaux de bord et à étudier les modèles de tempête du XVIIe siècle. C. était plus qu'une chasse au trésor. C. était la résolution d'une énigme historique de 3 siècles. Pour de la Roche et son consortium, C. était la promesse d'un retour sur investissement colossal et d'un prestige inégalé. L'expédition de juin 1987 fut montée avec des moyens sans précédent. Un navire de recherche de pointe, l'Intrépide, un équipage trié sur le volet, et une couverture médiatique déjà prête à célébrer le triomphe. L'air était électrique d'anticipation. Le théâtre de cette grande ambition était la Martinique. Il, avec sa beauté luxuriante et sa culture créole vibrante, servait de base arrière à l'expédition. Fort-de-France bourdonnait de rumeurs et d'excitation. Mais au-delà des plages de sable blanc et des marchés colorés, servait de base arrière étendait un domaine plus sombre. Les eaux autour de l'aile, il était connu pour leur dangerosité, leurs courants imprévisibles et leurs récifs acérés comme des rasoirs. Et puis il y avait la fosse du diable, une zone au large, où les fonds marins plongeaient brutalement dans des abysses insondables. C. était un lieu de légende locale, un cimetière de navires où les compas s'affolaient, et où les tempêtes naissaient sans crier gare. C'est précisément là que les recherches d'Arthur l'avaient conduit, au cœur même du mythe et du danger. Dans les semaines qui précédèrent le départ, une ombre subtile avait commencé à planer. Arthur, d'ordinaire expansif et confiant, était devenu plus réservé, presque soucieux. Isabelle le sentait. Il passait de longues nuits enfermé dans son bureau, non pas à vérifier ses calculs, mais à relire des contrats et des clauses financières qu'il ne comprenait pas entièrement. Dans ses dernières lettres à sa femme, celles qu'elle conserverait comme des reliques, il faisait allusion à des pressions de la part des investisseurs, à une hâte qui lui semblait suspecte. Il parlait d'un sentiment étrange, comme si la quête du trésor avait changé de nature, comme si leur haine était plus le véritable objectif. Il avait l'impression que le San Espectro cachait un autre secret, bien plus contemporain et dangereux. Isabelle avait supplié Arthur de renoncer. Elle ne se fiait pas à l'aile, élégance de Philippe de la Roche, à son sourire trop lisse et à ses yeux qui ne souriaient jamais. Elle voyait en lui l'incarnation d'un monde de cupidité, qui était étranger à l'esprit de son mari. Cet homme ne s'intéresse pas à l'histoire, Arthur,
Il s'intéresse au bilan, lui avait-elle dit lors de leur dernière soirée ensemble. Cet océan t'a donné une vie de merveille, ne le laisse pas devenir ton tombeau pour l'avidité d'un autre. Ces mots étaient prophétiques, mais Arthur était lié par ses contrats, et, plus encore, par son honneur d'explorateur. Il ne pouvait pas reculer si près du but. Il la rassura, lui promit que ce serait la dernière fois, le dernier grand voyage avant une retraite paisible à ses côtés. Le jour du départ, le quai de Fort-de-France était une fête. Des journalistes, des officiels locaux et des curieuses étaient rassemblés pour saluer l'Intrépide. Philippe de la Roche était là, posant pour les photographes, le bras sur velle, épaule d'un Arthur visiblement tendu. Le petit Adrien était sur les épaules de son père, agitant un petit drapeau en papier, le cœur rempli de fierté pour ce grand-père héroïque. La corne de brume retentit, puissante et mélancolique. Le navire S éloigna lentement du quai, glissant vers l'horizon bleu. Pour la plupart des gens, était le début d'une aventure glorieuse. Pour Isabelle, C était un convoi funèbre. Pour Adrien, C était la dernière fois qu'il voyait son grand-père vivant, une silhouette saluant de la main, qui rapetissait jusqu'à disparaître dans l'immensité de la mer. Les dernières semaines de mai 1987 en Martinique furent un mélange paradoxal de fièvre tropicale et de tension glaciale. En surface, Fort-de-France vivait au rythme de l'expédition imminente. Les journaux locaux publiaient des articles élogieux sur Arthur Lefèvre, le poète des abysses, et son généreux mécène, Philippe de la Roche. Elle, équipage de l'Intrépide, était célébré dans les bars du port, des héros avant même d'avoir levé l'ancre. L'air était saturé des parfums de tea punch, d'épices et d'optimisme. C était une grande aventure, une épopée moderne, qui promettait de ramener à la lumière un trésor de légende. Mais sous cette façade ensoleillée, dans les cabines du navire et les conversations à voix basse, un autre courant, plus sombre et plus puissant, commençait à se former, un courant qui menaçait de tout emporter sur son passage. Elle, équipage de l'Intrépide N, était pas un simple assemblage de marins. C était une famille, une fraternité forgée au fil des expéditions et des tempêtes. Il y avait Jean-Luc, le second, un breton taciturne, dont la loyauté envers Arthur était aussi solide que les falaises de sa terre natale. Il y avait aussi les deux jeunes plongeurs, les frères Dubois, des jumeaux intrépides, qui voyaient en Arthur une figure paternelle. Chacun de ces hommes avait été choisi non seulement pour ses compétences, mais pour sa passion et son intégrité. Ils partageaient le rêve d'Arthur, cette quête pure de l'histoire. Ils lui faisaient une confiance aveugle, une confiance qui les rendait vulnérables à la trahison qui se tramait dans leur dos. Ils étaient les instruments d'un grand dessein, mais aussi les sacrifices désignés d'une cupidité qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Philippe de la Roche pendant ce temps jouait son rôle à la perfection. Il était l'homme d'affaires affable, le passionné d'histoire, qui offrait des interviews pleines d'admiration pour son ami et partenaire Arthur. Il organisait des réceptions somptueuses, rassurait les investisseurs du consortium par des appels téléphoniques discrets, et posait pour les photos avec un sourire étudié. Mais ceux qui l'observaient attentivement, comme Isabelle, pouvaient déceler la froideur derrière le masque. Ses yeux ne reflétaient jamais la passion qu'il professait. Il balayait, évaluait, calculait. Il n'était pas venu en Martinique pour l'aventure, mais pour une transaction. Il supervisait la phase finale d'une opération méticuleusement planifiée, où le navire, le trésor et les hommes étaient que des actifs à gérer, et si nécessaire, à liquider. Au cœur de cette tension croissante se trouvait la carte elle-même. Dans sa cabine, sous la lumière d'une lampe à pétrole qui dansait au gré du roulis, Arthur passait des heures penché sur le parchemin. Ce était plus l'objet d'une étude joyeuse, mais d'un examen anxieux. Il sentait que quelque chose lui échappait. Les données qu'il avait mis une décennie à rassembler semblaient pointer vers la fosse du diable, mais les directives de plus en plus insistantes de la Roche le poussaient vers un point très précis, une zone qui, selon ses propres calculs, était moins probable. Était comme si on lui demandait de lire une partition de musique tout en entendant une autre mélodie, plus dissonante, jouée en coulisses. Le parchemin devant lui était à la fois sa création et sa prison, le chef-d'œuvre, œuvre qui risquait de devenir son épitaphe. Les dernières conversations entre Arthur et Isabelle furent chargées d'un poids prophétique. Lors de leur dernier appel téléphonique, la veille du départ, la voix d'Isabelle était tendue presque suppliante. « Arthur, je t'en prie, écoute ton instinct. Tu m'as toujours dit que la mer te parle. Qu'est-ce qu'elle te dit aujourd'hui? Ne te laisse pas aveugler par cet homme. L'or rend les gens fous. » Arthur avait tenté de la rassurer, avec des mots qui sonnaient faux même à ses propres oreilles. Il était pris au piège entre sa promesse envers sa femme et ses obligations contractuelles envers le consortium. Il avait signé des documents,
engager sa réputation. Reculer était impossible. Il a terminé l'appel par un « je t'aime », qui sonnait moins comme une promesse de retour que comme un adieu déchirant. Même le temps semblait complice du drame à venir. Les jours précédant le départ furent d'un calme anormal. Le ciel des Caraïbes était d'un bleu parfait, la mer d'huile, un miroir à peine ridé par la brise. Les météorologues ne prévoyaient aucune perturbation. Était le genre de temps idéal que tout marin espère, mais ce calme plat avait quelque chose d'oppressant, de contre-nature. Était le silence qui précède l'orage, le souffle retenu du monde avant le déchaînement de la violence. Cette météo parfaite servirait plus tard d'argument principal à ceux, rares, qui douteraient de la version officielle. Une tempête tropicale d'une violence inouïe sortie de nulle part? Pour les vieux pêcheurs de Long Isle, cela ne sentait pas la nature, mais la manigance des hommes. Le véritable objectif de l'expédition était un secret jalousement gardé par Philippe de la Roche. Le San Espectro était bien réel, mais sa cargaison la plus précieuse était pas l'or espagnol. Dissimulé dans les cales se trouvait, selon les archives secrètes consultées par de la Roche, un artefact unique. Le cœur d'obsidienne, une idole précolombienne d'une valeur inestimable, non seulement pour sa composition, mais pour sa signification historique et mystique. Était cet objet, et non les doublons, qui intéressaient le véritable acheteur de la Roche, un collectionneur privé aussi riche qu'amoral. Arthur, avec son expertise, était le seul homme capable de localiser épave avec précision. Il était l'outil indispensable. Et comme tout outil, une fois son utilité passée, il pouvait être jeté. Ainsi, lorsque l'Intrépide quitta le port de Fort-de-France sous les acclamations de la foule, il ne voguait pas vers la gloire, mais vers une embuscade. Chaque mille marins qui le séparaient de la côte le rapprochait d'une vérité brutale. L'excitation des jeunes plongeurs, la concentration du second, la fierté d'Arthur, tout cela était teinté d'une ironie tragique. Ils étaient les acteurs d'une pièce dont ils ignoraient le dernier acte, écrit d'avance par leur bienfaiteur. Le soleil se couchant sur l'horizon, peignant le ciel de couleurs flamboyantes, n'était pas la promesse d'un lendemain radieux, mais le rideau qui tombait sur plusieurs vies. L'océan, qui avait été le compagnon de toute une vie pour Arthur Lefèvre, s'apprêtait à devenir, sur ordre d'un autre, son complice et son bourreau. Les nuits qui suivirent l'acquisition de la carte, se fondirent en une seule et longue veille. Adrien, historien méticuleux, avait transformé son salon en un laboratoire d'analyse. Il passait des heures à observer chaque détail du parchemin, à travers une loupe de bijoutier, comparant l'écriture de son grand-père à celle de ses anciennes lettres, cherchant une anomalie, un indice qui pourrait fissurer la version officielle des faits. Il photographiait la carte sous tous les angles, superposant les images à des cartes marines modernes, cherchant une incohérence dans les sondes de profondeur, ou les courants indiqués. Était une quête obsessionnelle, alimentée par des litres de café noir, et un dialogue silencieux avec le fantôme de son aïeul. Il sentait, avec une certitude irrationnelle, que le parchemin lui parlait, mais il n'arrivait pas encore à comprendre son langage secret, une langue faite de silence et d'encre séchée. Une nuit, alors que l'aube parisienne commençait à peine à griser le ciel, épuisement l'emporta. Dans un geste las, sa main heurta sa tasse de café à moitié pleine. Le liquide sombre se déversa sur le coin inférieur de la précieuse carte. Une panique glaciale saisit Adrien. Il venait de profaner la relique pour laquelle il avait tout sacrifié. Le papier ancien butte le café avec une rapidité effrayante, créant une tache brune qui étendait comme une gangrène. Son cœur martelait sa poitrine. Il se précipita pour éponger délicatement le liquide avec un buvard, maudissant sa négligence. Dans sa précipitation, il se souvint d'une technique de restauration apprise lors de ses études. Une lumière ultraviolette pouvait parfois révéler l'étendue des dégâts sur les fibres d'un document ancien sans l'endommager davantage. Était un geste désespéré pour sauver son héritage, pas pour découvrir un secret. Il installa une petite lampe UV de bureau. Un outil qu'il utilisait parfois pour vérifier l'authenticité de vieux manuscrits. Plongeant l'appartement dans l'obscurité, il alluma la lampe. Une lueur violette et spectrale inonda la table, transformant la carte en un paysage lunaire. La tache de café apparut comme un trou noir, mais ce ne fut pas cela qui retint son souffle. Autour de la tache étendant sur toute la surface du parchemin, quelque chose d'incroyable se produisait. De fines lignes, invisibles à la lumière du jour, se mirent à briller d'une luminescence bleuâtre. Était un second itinéraire,
un tracé fantôme qui se superposait au chemin rouge menant au San Espectro. Il ne s'agissait pas d'une imperfection, mais d'un dessin délibéré, tracé avec une encre sympathique qui ne réagissait qu'aux ultraviolets. Son grand-père avait dessiné une carte cachée à l'intérieur de la carte. Adrien sentit un frisson parcourir son échine. Ce N était plus de la tristesse ou de la nostalgie qu'il ressentait, mais une peur primitive mêlée à une excitation vertigineuse. Avec des mains tremblantes, il suivit le parcours spectral du doigt. Il ne menait pas vers le large, vers l'emplacement supposé du trésor, mais serpentait le long de la côte, vers une série de petites criques isolées et de grottes sous-marines réputées inaccessibles. Puis, près de la Rose des Vents, il vit des mots, de petites lettres tracées avec la même encre invisible, qui brillaient maintenant comme une constellation secrète. Il approcha son visage du parchemin, le cœur battant à tout rompre, et déchiffra la phrase qui allait faire basculer sa vie et réécrire l'histoire de sa famille. Le message était court, direct et glaçant. L'écriture était celle de son grand-père, mais elle était empreinte d'une urgence qu'Adrien ne lui connaissait pas. Si tu lis ceci, ils n'ont pas cherché mon corps. La phrase le frappa comme un coup de poing. Chaque mot était lourd de sens, chaque syllabe était une accusation. Il continua à lire, sa respiration suspendue dans l'air froid de la pièce. Suis l'encre, pas l'or. Ne fais confiance qu'au sang. Était un testament, une confession posthume, laissée par un homme qui se savait condamné. La légende du marin perdu dans la tempête venait de voler en éclats, remplacée par la vision d'un piège, d'une trahison et d'un meurtre soigneusement orchestré. Son grand-père N était pas mort accidentellement, il avait été assassiné. Le choc de la révélation laissa Adrien abasourdi, assis dans le noir, seulement éclairé par la lueur violette de la vérité. Le parchemin N était plus une relique d'aventure, était une pièce à conviction. Arthur Lefebvre, le cartographe de génie, avait utilisé son propre art pour signer son dernier chef-d'œuvre. Une accusation silencieuse destinée à celui qui aurait la perspicacité de la chercher. Ne fais confiance qu'au sang. Cette phrase résonnait comme un ordre, un passage de témoin à travers les décennies. Arthur avait laissé cette bouteille à la mère numérique pour son petit-fils, pour le seul membre de sa famille qui, espérait-il, aurait un jour les outils et la volonté de comprendre. Adrien N était plus un simple historien, il était devenu, en cet instant, le dépositaire d'une vengeance. Reprenant ses esprits, l'analyste en lui prit le dessus. Il reporta immédiatement les nouvelles coordonnées sur un logiciel de cartographie marine. L'itinéraire secret menait à un point précis de la côte nord de la Martinique, une zone rocheuse et escarpée, loin des routes de navigation commerciale, connue sous le nom de « Anse des traîtres ». Les cartes officielles indiquaient la présence d'un réseau de grottes sous-marines, dangereuses et peu explorées. Ce N n'était pas un endroit où un navire comme l'Intrépide aurait pu sombrer. Était un endroit où l'on pouvait dissimuler quelque chose, ou quelqu'un. Le message de son grand-père devenait limpide. Son corps N était pas au fond de la fosse du diable, comme tout le monde le croyait. On l'avait caché. La carte, maintenant, avait deux visages. D'un côté, le récit public d'une quête de trésors tragique. De l'autre, la vérité cachée d'une exécution planifiée. Adrien comprit la nature diabolique du plan. Les assassins avaient utilisé la légende du San Espectro, et la tempête opportune comme une couverture parfaite pour éliminer son grand-père et son équipage. S'emparant du fruit de ses recherches, tout en s'assurant que personne ne viendrait jamais chercher les corps au bon endroit. Il tenait entre ses mains la clé d'un crime parfait vieux de 20 ans. Mais en ouvrant cette porte, il venait de se désigner comme la nouvelle cible de ceux qui avaient tout intérêt à ce que la vérité reste à jamais engloutie. Son voyage ne faisait que commencer. La décision fut aussi instantanée que la révélation elle-même. Paris, avec ses rues grises et sa routine ordonnée, devint soudain une cage. Adrien ne pouvait plus rester là, à contempler un fantôme de parchemin. Il devait aller là où l'encre invisible le menait, là où l'histoire de son grand-père S était brutalement arrêtée. En moins de 24 heures, il vida son compte épargne, acheta un billet d'avion aller simple pour Fort-de-France, et fit un sac à la hâte. Il n'emporta que le strict nécessaire. Quelques vêtements, son ordinateur portable, et bien sûr la carte, désormais son unique boussole, roulée avec un soin quasi religieux dans un tube de protection. En quittant son appartement, il jeta un dernier regard à sa vie d'avant, une existence d'historien sédentaire, et sut avec une certitude absolue qu'il ne serait plus jamais le même homme. Il ne partait pas en voyage, il répondait à une convocation. L'arrivée en Martinique fut un choc sensoriel.
À peine sorti de l'avion, l'air chaud et humide, chargé des parfums de fleurs exotiques et de terre mouillée, l'enveloppa comme une étreinte. Le contraste avec le printemps parisien était brutal. Le monde ici semblait plus vivant, plus intense, presque assourdissant, dans ses couleurs et ses sons. Le trajet en taxi vers Fort-de-France fut une succession de tableaux vibrants, des maisons créoles aux teintes pastel, une végétation luxuriante qui semblait vouloir dévorer le bitume, et partout, la présence scintillante de la mer des Caraïbes. Mais pour Adrien, cette beauté avait un goût de cendre. Chaque vague qui venait mourir sur le sable lui rappelait l'océan, qui avait servi de linceul à son grand-père. Il n'était pas un touriste venu chercher le soleil, mais un enquêteur sur la scène d'un crime vieux de 20 ans, une scène de crime d'une beauté insolente et trompeuse. Conscient de ses limites, Adrien savait qu'il ne pouvait s'aventurer seul dans les eaux dangereuses de l'Anse des Traîtres. Il avait besoin d'un bateau, d'un équipement de plongée, et surtout, de l'expertise locale. Après plusieurs jours de recherches infructueuses auprès de clubs de plongée touristiques, qui refusaient de s'approcher de cette zone réputée maudite, un vieux pêcheur lui donna un nom. Manon Baptiste. Était une archéologue sous-marine martiniquaise, une femme de caractère, connue pour son amour farouche du patrimoine de l'île et son mépris des chasseurs de trésors. Adrien la trouva dans un petit bureau encombré de cartes marines et d'artefacts corrodés par le sel. Dès qu'il prononça le mot trésor, il vit son visage se fermer. Pour elle, il était qu'un autre métro venu piller l'histoire locale, un cliché qu'elle avait appris à détester. Face à son scepticisme glacial, Adrien comprit qu'il devait changer de tactique. Il ne parla plus d'or, mais de justice. Il sortit la carte, la déroula sur sa table, et lui raconta l'histoire d'Arthur Lefèvre, son grand-père, le cartographe de légende. Il lui parla de la disparition, du deuil de sa famille, et de la découverte de l'itinéraire secret. Il ne mentionna pas le message, gardant pour lui la partie la plus intime de sa quête. Manon écouta en silence, son regard d'experte balayant la carte, reconnaissant la main d'un maître. Elle vit la passion et la douleur dans les yeux d'Adrien, une sincérité qui ne collait pas avec l'image du pilleur avide. Ce n'était pas la promesse d'un butin qui la fit changer d'avis, mais énigme cartographique, et la quête filiale d'un jeune homme perdu. Elle accepta, posant ses conditions, nous cherchons l'histoire, pas de l'or. Si nous trouvons quelque chose, cela revient à l'île. Adrien accepta sans hésiter. Le lendemain, à l'aube, ils quittèrent le port à bord du Catali, le petit bateau de recherche de Manon. Le moteur diesel rythmait la tension qui s'installait entre eux. Le ciel était d'un bleu limpide, mais la mer devenait plus agitée à mesure qu'ils s'approchaient de la côte nord. Manon naviguait avec une assurance impressionnante, manœuvrant entre les récifs cachés que seule une connaissance intime de ces eaux permettait d'éviter. Adrien, le regard fixé sur la côte sauvage et escarpée, tenait fermement le tube contenant la carte, comme un talisman. Les falaises tombaient à pic dans une mer d'un bleu profond, presque noir. Était un paysage d'une beauté primitive et menaçante. L'Anse des Traîtres portait bien son nom. Était un lieu conçu pour garder des secrets. Un endroit où un navire, et des hommes, pouvaient disparaître sans laisser de traces. Engloutis non pas par une tempête, mais par le silence complice de la pierre et de l'eau. Arrivés aux coordonnées exactes indiquées par l'encre invisible, ils jetèrent l'ancre. Il n'y avait rien, en surface, qui puisse suggérer une cachette. L'entrée doit être sous-marine, déclara Manon en consultant son sonar. Ils équipèrent en silence, le cliquetis des détendeurs et des boucles de harnais brisant la quiétude du lieu. La descente fut vertigineuse. Le soleil des Caraïbes s'estompa rapidement, remplacé par le bleu profond des abysses. Le monde devint silencieux, seulement troublé par le son de leur propre respiration. Guidés par le faisceau de leurs lampes torches, ils longèrent une paroi rocheuse couverte de coraux fantomatiques. Et puis, exactement là où la carte le prédisait, ils la virent. Une fissure sombre dans la roche, une ouverture à peine assez large pour laisser passer un homme. Était l'entrée de la grotte. Un frisson parcourut Adrien. Il flottait devant la porte du tombeau de son grand-père, un sanctuaire secret que personne n'avait visité depuis 20 ans. L'intérieur de la grotte était une cathédrale de silence et d'obscurité. L'eau était glaciale, et leurs lampes découpaient des formes étranges sur les parois calcaires. Ils nagèrent à travers un court tunnel avant d'eux immerger dans une poche d'air, une caverne cachée au cœur de la falaise. C'est là qu'ils le virent.
Au centre de la petite plage de sable souterraine, se trouvait un cairn, un monticule de pierres plates soigneusement empilées. Sur la pierre du sommet, une inscription avait été gravée à la hâte, Arthur Lefèvre. Ce N était pas une tombe, C était un cénotaphe, un mémorial. Le cœur d'Adrien se serra. Son grand-père, N, était pas là, mais niché dans une alcôve, à l'abri de l'humidité, se trouvait une caisse métallique étanche. Avec des mains tremblantes, Adrien l'ouvrit. À l'intérieur, reposait une boussole, un sextant, et un carnet de bord à la couverture de cuir, parfaitement conservé. Le dernier témoignage d'Arthur Lefèvre. De retour sur le Catali, sous le soleil écrasant, le monde semblait irréel. Le bruit des vagues contre la coque était le seul son audible. Manon, son scepticisme initial totalement évaporé, regardait Adrien avec une expression grave, comprenant qu'il venait de franchir un point de non-retour. Adrien tenait le carnet de bord entre ses mains. L'objet était froid, lourd, non seulement de son poids physique, mais du poids de la vérité qu'il contenait. 20 ans de mensonges étaient sur le point de s'effondrer. Chaque page tournée risquait de le rapprocher d'une vérité monstrueuse, et de le mettre, lui aussi, en danger de mort. Le parchemin l'avait mené à cette grotte, à ce faux tombeau. Mais ce carnet, il le sentait, allait le mener bien plus loin, au cœur d'une conspiration meurtrière, et directement sur la route des assassins de son grand-père. La quête de mémoire venait de se transformer en une chasse à l'homme. Le retour à Fort-de-France se fit dans un silence de plomb, rompu seulement par le clapotis de l'eau contre la coque du Catali. Le soleil des Caraïbes, d'ordinaire si bienveillant, semblait maintenant écrasant, presque accusateur. Assis sur le pont, Adrien tenait le carnet de bord de son grand-père, avec une précaution quasi religieuse. La couverture en cuir, encore froide et légèrement humide, semblait vibrer entre ses doigts. Il n'osait pas l'ouvrir, repoussant l'instant où la vérité, noir sur blanc, viendrait confirmer ses pires craintes. Manon, à la barre, respectait son silence, son visage grave reflétant la solennité du moment. Elle comprenait qu'il n'avait pas seulement trouvé un objet, mais qu'il venait de déterrer un fantôme furieux, dont les murmures allaient bientôt se transformer en un cri de vengeance qui pourrait tous les engloutir. Finalement, dans la lumière déclinante du soir, dans la sécurité relative d'une petite chambre d'hôtel impersonnel, Adrien ouvrit le carnet. Les premières pages étaient familières, remplies des observations techniques et des croquis précis qui caractérisaient le travail d'Arthur Lefèvre. Mais à mesure que les dates approchaient de juin 1987, le ton changeait. L'écriture devenait plus hâtive, presque fébrile. Les notes sur les courants marins et les formations rocheuses laissaient place à des paragraphes angoissés sur les agissements de Philippe Delaroche. Arthur décrivait comment son associé l'avait forcé à signer des clauses de confidentialité opaques, comment il avait imposé 2 hommes de main à elle, équipage sous prétexte de sécurité, et comment le véritable objectif de l'expédition lui avait été révélé au dernier moment, une fois en mer, le prenant au piège. La vérité, quand elle apparut enfin, était plus brutale que tout ce qu'Adrien avait pu imaginer. Le San Espectro et son trésor espagnol n'avaient jamais été qu'un prétexte, une fable pour les médias et les autorités. Le véritable butin était un artefact précolombien d'une valeur incalculable, le cœur d'obsidienne, que les recherches d'Arthur avaient permis de localiser dans l'aile, épave. Delaroche avait planifié de s'en emparer, de le vendre sur le marché noir à un collectionneur sans scrupules, et de fonder son empire financier sur ce crime originel. Arthur et son équipage loyal N étaient que des dommages collatéraux, des témoins gênants qu'il fallait faire taire. La dernière entrée, datée de la veille de sa mort, était glaçante. Philippe m'a trahi. Il va tous nous tuer. La tempête est un mensonge. Je laisse cette carte pour toi, mon sang. Adrien referma le carnet. Les mains tremblantes. Le chagrin se mêlait à une rage froide et lucide. Ce N était plus une quête personnelle pour honorer une mémoire. C était une guerre contre un homme qui avait bâti sa fortune sur le cadavre de son grand-père. Manon, qui avait lu par-dessus son épaule, avait le visage fermé. Le consortium des antiquités maritimes, murmura-t-elle. Je connais ce nom, c'est une façade. On a toujours soupçonné qu'ils étaient impliqués dans le trafic d'artefacts, mais personne n'a jamais pu le prouver. Ils ont des appuis très haut placés, ici et à Paris. La portée de l'affaire venait de S. Étendre de manière vertigineuse. Ce N n'était pas un simple meurtre, mais le symptôme d'une corruption profonde, un réseau criminel international protégé par le vernis de la philanthropie et du prestige. Un journal, même celui de ton grand-père, ne suffira pas.
déclara Manon avec pragmatisme. Il nous faut une preuve extérieure, un témoignage qui peut corroborer cette histoire. C'est alors qu'Adrien se souvint d'un nom mentionné dans les vieux articles de presse sur la disparition. L'inspecteur Renaud, le gendarme qui avait mené l'enquête bâclée en 1987. Une recherche rapide leur apprit qu'il était à la retraite et tenait un petit bar sur le port de Fort-de-France. Ils le trouvèrent le lendemain, un homme vieilli, usé par le soleil et le rhum, le regard cynique de celui qui en a trop vu. Au début, il refusa de parler, balayant leurs questions d'un revers de main lasse. Le cas de l'Intrépide était pour lui une vieille cicatrice, un échec qu'il préférait oublier. Pourtant, lorsque Adrien prononça les mots consortium des antiquités maritimes et mentionna les doutes d'Arthur sur une fausse tempête, une lueur s'alluma dans les yeux fatigués de l'ancien inspecteur. Il les fit entrer dans son arrière-salle poussiéreuse et sortit un vieux dossier jauni. « Cette affaire m'a toujours dérangé », confia-t-il à voix basse. « On nous a ordonné de classer le dossier en moins de 2 mois. Ordre d'en haut, ils ont dit. » Il feuilleta les pages jusqu'à trouver un rapport d'incident, une note de bas de page qu'il avait lui-même rédigée et qui avait été ignorée par sa hiérarchie. C. était le témoignage d'un pêcheur local, aujourd'hui décédé, qui avait vu le luxueux yacht de Philippe de la Roche rôder près de l'Anse des Traîtres 3 jours après la disparition officielle du navire. Le yacht N était pas là pour chercher des survivants, comme de la Roche l'avait prétendu. Selon le pêcheur, il était à l'ancre, immobile pendant des heures, et des hommes semblaient remonter quelque chose de lourd à bord. Puis, il avait mis le cap, non pas vers Fort-de-France, mais vers le nord, en direction des routes maritimes internationales. C. était la pièce manquante, la preuve que de la Roche était sur les lieux non pas pour un sauvetage, mais pour une récupération. Adrien et Manon avaient maintenant un témoignage, même indirect, qui soutenait la version du carnet de bord. Ils avaient une piste tangible pour dénoncer un crime parfait. Mais en remuant ainsi le passé, il venait d'alerter le prédateur qui dormait depuis 20 ans, et ses yeux venaient de s'ouvrir. La prise de conscience fut brutale. De retour à leur hôtel, ils trouvèrent la porte de leur chambre forcée, l'intérieur retourné sans ménagement. Le tube de protection de la carte était ouvert et vide sur le lit, et le carnet de bord d'Arthur avait disparu. Il n'avait rien volé d'autre, ni argent, ni passeport. Le message était d'une clarté terrifiante. Ils savaient ce que nous cherchons, et ils savent que nous l'avons trouvé. Ce N était pas un simple cambriolage, C était un avertissement. La surveillance discrète avait laissé place à l'intimidation directe. Ils N étaient plus des enquêteurs, ils étaient devenus des cibles. La paranoïa, ce sentiment qui avait hanté les dernières pages du journal de son grand-père, s'empara d'Adrien avec une violence inouïe. Ils quittèrent l'hôtel en pleine nuit, ne prenant que le strict nécessaire, se sentant observés à chaque coin de rue. Manon les conduisit dans une cachette, la cabane isolée d'un ami pêcheur dans une crique reculée. Ils ont le journal, mais nous avons le témoignage de Renaud, et plus important, nous avons la connaissance, dit-elle pour rassurer Adrien, et peut-être elle-même. Ils ne savent pas ce que nous savons exactement. Mais l'escalade était inévitable. Le lendemain, alors qu'ils prenaient la mer sur le Catali pour rejoindre une zone plus sûre, le moteur du bateau toussa, cracha une fumée noire, puis éteignit au milieu d'une passe dangereuse, connue pour ses courants violents. Manon ouvrit le capot et son visage blêmit. Ce n'est pas une panne. Le conduit de carburant a été sectionné. C'est un sabotage. Isolés, à la dérive, ils virent un hors-bord puissant surgir à l'horizon, se dirigeant droit sur eux. Il n'y avait aucun doute sur ses intentions. Ce N était plus un avertissement, C était une tentative d'exécution, une réplique macabre de ce qui était arrivé à l'Intrépide 20 ans plus tôt. La panique laissa place à une adrénaline glaciale. Pendant que Manon tentait désespérément de réparer le moteur avec les moyens du bord, Adrien lança un appel de détresse sur la radio, sachant pertinemment que leurs agresseurs étaient probablement les seuls à l'entendre. La poursuite s'engagea, une danse mortelle entre le petit bateau de recherche à la dérive et le prédateur motorisé qui se rapprochait inexorablement, ses occupants N étant que des silhouettes menaçantes se découpant sur le soleil couchant. Ils survécurent par miracle, grâce à la connaissance intime que Manon avait des récifs. Elle réussit à les faire échouer sur un îlot rocheux, juste avant que le hors-bord ne puisse les aborder, forçant leurs poursuivants à abandonner face au risque de détruire leur propre navire. Épuisés, trempés et terrifiés, échoués sur un caillou au milieu de nulle part, Adrien et Manon comprirent qu'il n'y avait plus d'eau échappatoire. Ils avaient frappé le cœur du consortium,
et celui-ci répondait avec une violence sans limite. La police locale était compromise, la fuite était impossible. Ils étaient seuls, avec pour seules armes, la vérité d'un mort, et le témoignage d'un vieil homme. La quête de justice venait de se transformer en une lutte désespérée pour la survie. Échoués sur elle, îlots rocheux, le froid de la pierre mouillée s'infiltrait à travers leurs vêtements trempés. La nuit tombait vite, transformant la mer turquoise en une masse d'encre noire et menaçante. Le silence haine était rompu que par le fracas des vagues et le sifflement du vent, des sons qui, quelques heures plus tôt, évoquaient l'aventure, mais qui résonnaient désormais comme une sentence. Adrien, grelottant, regardait l'horizon vide, se sentant plus petit et plus vulnérable que jamais. La quête romantique, pour la mémoire de son grand-père Zès, était évaporée, remplacée par la réalité brutale de la survie. Il Piassi était plus un historien cherchant des réponses dans le passé. Il était une proie traquée, piégée sur un caillou, au milieu du territoire de ses chasseurs. La mer, qui avait été le terrain de jeu et le tombeau de son aïeul, était devenue sa cage. Manon, pragmatique même dans la détresse, brisa le silence. Ils nous ont laissés ici pour mourir. Courant, déshydratation, ou alors ils reviendront finir le travail à la lumière du jour. Son calme était une encre pour l'esprit paniqué d'Adrien. On ne peut pas gagner ici, Adrien. Pas comme ça. Ils contrôlent elle. Ils ont des hommes. Probablement des contacts dans la police locale. L'enquête de Renaud a été étouffée il y a 20 ans. La nôtre le serait avant même de commencer. Adrien comprit. Tenter de porter plainte, de dénoncer Philippe Delaroche depuis la Martinique, serait un suicide. Il devait changer de stratégie, changer de terrain de jeu. La guerre ne se gagnerait pas en affrontant les pions sur elle, échiquier local, mais en allant directement attaquer le roi dans son château, en Europe. Leur seul espoir résidait dans un téléphone satellite, que Manon gardait dans son sac de survie étanche, un vieil appareil à la batterie faiblissante. Dans l'obscurité, protégée du vent par un rocher, elle composa le numéro de l'ancien inspecteur Renaud. La connexion était faible, la voix de Renaud crépitante et lointaine. Manon expliqua la situation en phrases courtes et précises. Le sabotage, la poursuite, leur isolement. Un long silence pesa à l'autre bout de la ligne. Puis la voix de l'ex-gendarme revint, changée, débarrassée de son cynisme, remplacée par une colère froide, et longtemps contenue. Je savais que cette affaire puerait toujours. Je ne vous laisserai pas tomber, mais vous devez disparaître. Ne faites confiance à personne d'officiel. Personne. Était la confirmation que le réseau de corruption était bien réel, et toujours actif. Il y a autre chose, ajouta Renaud, sa voix baissant d'un ton, comme s'il craignait que les murs de son bar aient des oreilles. À l'époque, un nom revenait sans cesse dans les cercles interlopes du port, un homme de main de Delaroche. Un type, brutal, un ancien légionnaire. On le surnommait, le fantôme, Natos. Son vrai nom est Victor Lemoine. Il était le chef de la sécurité sur le yacht de Delaroche, en 1987. Si quelqu'un a fait le sale boulot, c'est lui. Cherchez ce nom, il est la clé. Ce N était plus une conspiration anonyme. Elle avait maintenant un visage, un nom. Victor Lemoine. L'exécuteur. Cette information était une arme, une piste concrète, qui pouvait relier le philanthrope milliardaire au meurtre de sang-froid de 5 hommes en mer. Fidèle à sa parole, Renaud activa ses propres réseaux, ceux qui ne figuraient sur aucun organigramme officiel. La communauté des pêcheurs martiniquais, des hommes de la mer liés par une solidarité silencieuse, et un mépris ancestral pour les puissants qui exploitent leur île. Au cœur de la nuit, une petite barque de pêche, tout feu éteint, se glissa jusqu'à l'îlot. 2 silhouettes les aidèrent à monter à bord, sans un mot, leur offrant une couverture et de l'eau. Le trajet vers une crique cachée fut un voyage fantomatique, glissant sur une mer d'huile sous un ciel étoilé indifférent. Adrien et Manon N étaient plus seulement des fugitifs, ils étaient devenus des clandestins, protégés par une fraternité secrète, que l'argent de Delaroche ne pourrait jamais acheter. En sécurité temporaire dans une cabane de pêcheurs isolée, sentant le poisson séché et le sel, Adrien sentit l'urgence de contacter la seule personne en qui il pouvait avoir une confiance absolue, comme l'avait écrit son grand-père, le sang. Il appela sa grand-mère, Isabelle. Il tenta de masquer la peur dans sa voix, lui expliquant qu'il avait trouvé des choses dangereuses, et qu'il avait besoin de son aide. Il lui donna le nom, Victor Lemoine, et lui demanda de fouiller une dernière fois dans les affaires d'Arthur, dans les lettres, les photos, n'importe quoi qui pourrait faire écho à ce nom.
Isabelle, sentant le danger mortel qui entourait son petit-fils, ne posa pas de questions. Sa voix, habituellement fragile, se durcit d'une détermination farouche. Elle protégerait le dernier homme de sa famille. Pendant des heures à des milliers de kilomètres de là, dans le silence de sa maison parisienne, Isabelle Lefebvre remua le passé. Elle ouvrit la malle en bois, où elle conservait les souvenirs d'Arthur, un sanctuaire qu'elle n'avait pas osé profaner depuis des années. Au fond, sous une pile de cartes marines, elle trouva un vieil album photo, et sur l'une des dernières pages, une photo qui la glaça. On y voyait Arthur, souriant mais le regard tendu, à côté d'un Philippe de la Roche triomphant. Derrière eux, légèrement en retrait mais le visage parfaitement visible, se tenait un homme au visage dur, et aux yeux froids. Victor Lemoine. Au dos de la photo, elle, écriture d'Arthur, le gardien du cœur, Genève. La pièce manquante venait de s'emboîter. Adrien reçut la photo par message crypté. Genève, le mot s'illumina dans son esprit. La Suisse. Le secret bancaire, les sociétés écrans, le refuge de l'argent sale. L'historien laissa de nouveau place à l'analyste de données. Avec Manon, sur un ordinateur portable sécurisé, ils commencèrent à creuser. Le nom, Victor Lemoine, associé aux archives financières suisses, ouvrit une boîte de Pandore. Ils découvrirent une cascade de sociétés offshore, toutes liées au consortium des antiquités maritimes. C était une architecture financière complexe, conçue pour une seule chose, blanchir des sommes colossales. La vente du cœur d'obsidienne n'avait été que la mise de fonds initiale d'un empire criminel bien plus vaste, un empire qui était maintenant menacé par leur découverte. L'ampleur de la conspiration dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. Le consortium N était pas seulement une couverture pour le trafic d'artefacts. Ses ramifications S étendaient au financement de conflits, au commerce d'armes et à la corruption de hauts fonctionnaires dans plusieurs pays. Philippe de la Roche N n'était pas un simple collectionneur avide, il était un acteur majeur de la criminalité en col blanc, un homme qui utilisait son image de philanthrope pour dissimuler des activités d'une noirceur absolue. Le meurtre d'Arthur Lefebvre et de son équipage N n'était pas une simple affaire de cupidité, C était un acte de fondation, la pierre angulaire sanglante, sur laquelle de la Roche avait bâti sa fortune et son pouvoir. Il ne s'attaquait pas à un homme, mais à une hydre. La décision devint une évidence. Rester en Martinique était inutile et mortellement dangereux. Toutes les preuves, tous les leviers se trouvaient en Europe. Il devait frapper le centre névralgique du réseau, les comptes en banque à Genève, et le siège social du consortium à Paris. C était un pari insensé. Ils n'avaient aucune ressource, aucune protection officielle, et leur visage était maintenant connu des hommes de la Roche. Mais reculer N était plus une option. C était devenu une obligation morale, non seulement pour Arthur et son équipage, mais pour toutes les victimes invisibles de l'empire de la Roche. Ils devaient retourner d'où ils venaient, non pas en fuyant, mais en passant à l'offensive, en portant la guerre sur le territoire de l'ennemi. Leur plan prit forme dans la pénombre de la cabane, au son des vagues. Il était audacieux, presque suicidaire. Manon utiliserait ses contacts universitaires pour créer une diversion, en annonçant une fausse découverte archéologique majeure dans une autre partie des Caraïbes, attirant l'attention, et, espérait-il, une partie des ressources de surveillance de la Roche. Pendant ce temps, Adrien, utilisant une fausse identité fournie par un contact de Renault, prendrait un vol pour l'Europe. Sa mission, infiltrer le système financier à Genève pour trouver la transaction originale, la preuve irréfutable qui relierait de la Roche au cœur d'obsidienne et au meurtre. Ils se sépareraient pour diviser les risques, mais aussi leurs forces. Ils chassaient un fantôme depuis des semaines, mais ils s'apprêtaient maintenant à entrer de leur plein gré dans la tanière du lion. Et le lion savait qu'ils arrivaient. Genève accueillit Adrien avec une indifférence glaciale, un contraste saisissant avec la chaleur humide et vibrante de la Martinique. Ici, l'air était vif, pur, et sentait la richesse discrète et l'ordre immuable. Les façades austères des banques privées et des bâtiments administratifs semblaient former les barreaux d'une cage dorée, un labyrinthe de pierre et de verre, conçu pour protéger les secrets des puissants. Adrien, sous sa fausse identité de chercheur en histoire économique, se sentait comme un grain de sable dans un engrenage de précision. Chaque passant en costume sombre, chaque voiture de luxe glissant silencieusement sur l'asphalte, lui paraissait être un œil potentiel du réseau de la Roche. La paranoïa, qui était autrefois un sentiment lu dans le journal de son grand-père, était devenue sa propre peau, un vêtement froid et ajusté qu'il ne pouvait plus enlever. Il marcha le long du lac Léman, le jet d'eau emblématique S,
élevant vers un ciel gris et bas, comme un soupir. Le plan, élaboré dans la pénombre d'une cabane de pêcheurs, paraissait maintenant d'une audace insensée. Il ne s'agissait plus de déchiffrer une vieille carte, mais de s'attaquer à une forteresse financière, un bastion de la légalité utilisé pour dissimuler les crimes les plus sombres. La peur lui nouait l'estomac, une peur viscérale, bien différente de celle qu'il avait ressentie face à l'océan. La mer était une force de la nature, impersonnelle dans sa fureur. Ici le danger avait un visage, une intelligence calculatrice et une patience de prédateur. Il se sentait terriblement seul, un simple historien jouant un rôle de composition dans une pièce mortelle dont il ne maîtrisait ni le scénario ni la distribution. Sa cible était une société d'archivage privé, Helvetia Vaults, un nom anodin pour l'une des mémoires les plus secrètes d'Europe. C'est là que le consortium des antiquités maritimes, comme beaucoup d'autres entités du même acabit, stockait ses archives physiques les plus sensibles, celles qu'on ne confie jamais à un serveur informatique piratable. En se présentant à l'accueil, le cœur battant contre ses côtes, Adrien sentit le poids de 20 ans de silence peser sur ses épaules. Il tendit ses faux papiers, sa voix étonnamment stable, et expliqua sa demande. Consultez les registres d'acquisition de l'année 1987, pour une recherche sur les marchés d'art alternatifs. Chaque seconde d'attente, pendant que l'employé vérifiait ses accréditations, lui parut une éternité. Il s'attendait à chaque instant à voir surgir des hommes en noir pour l'emmener. Contre toute attente, la porte s'ouvrit. Il fut conduit dans une salle de consultation stérile. Un cube blanc, et silencieux, où l'air semblait filtré de toute émotion. Un employé lui apporta une série de boîtes d'archives en carton gris, toutes identiques. Le nom de la société écran, Nautilus Investments, figurait sur l'une d'elles, exactement comme l'avait indiqué une note cryptique dans les marges du carnet d'Arthur. L'odeur de papier vieilli et de poussière emplit ses narines, une odeur familière et réconfortante dans d'autres circonstances, mais qui aujourd'hui sentait le tombeau. Il commença à feuilleter les pages des grands registres, ses doigts gantés se déplaçant avec une précision fébrile. Chaque entrée était une transaction, une date, un montant. Il cherchait une aiguille dans une botte de foin, une seule ligne, qui pourrait faire s'effondrer un empire. Et puis, il la vit. La ligne était banale, perdue au milieu de centaines d'autres. Date, 28 juin 1987. 3 jours après la disparition officielle de l'Intrépide. Objet, artefact précolombien, ref, CO. Montant, 15 millions de francs suisses. Le paiement provenait d'un compte numéroté, et était versé à Nautilus Investments. C. était là. La preuve irréfutable. La transaction qui avait financé la mort de son grand-père. Un frisson parcourut Adrien, une vague de triomphe glacial, immédiatement submergé par un chagrin immense. Il sortit discrètement son appareil photo miniature, et prit plusieurs clichés du registre, le son du déclencheur, lui paraissant aussi bruyant qu'un coup de feu dans le silence de la pièce. Il avait ce qu'il était venu chercher. Il avait la justice au bout des doigts. C'est à cet instant précis qu'il sentit un courant d'air froid dans son dos. La porte de la salle, qu'il était certain d'avoir vue se fermer, était maintenant entr'ouverte. Un silence différent était installé, un silence non plus vide, mais plein d'une présence. Lentement, il leva les yeux du registre. Une silhouette se tenait dans l'encadrement de la porte, un homme grand et mince, dont le visage était à moitié dans l'ombre. Il portait un costume impeccable, mais rien ne pouvait masquer l'aura de violence contenue qui émanait de lui. Adrien reconnut instantanément les yeux froids et le visage dur de la photo que sa grand-mère lui avait envoyée. Victor Lemoine. Le fantôme. Il n'était pas venu le chercher. Il l'attendait. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, monsieur Lefebvre ?» La voix de Lemoine était calme, dénuée de toute inflexion, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Votre grand-père était un homme intelligent. Un grand artiste. Mais il n'a jamais compris que l'art ne vaut rien face aux affaires. C'est une leçon que vous allez apprendre à votre tour. » Il n'y avait aucune menace explicite, mais la promesse de mort était absolue. Adrien sentit son sang se glacer dans ses veines. Il était piégé, à des milliers de kilomètres de chez lui, face à l'homme qui avait, selon toute vraisemblance, exécuté son grand-père. La salle de consultation stérile venait de se transformer en un tombeau blanc, une arène, pour un combat qu'il ne pouvait pas gagner. L'attaque fut d'une rapidité et d'une brutalité professionnelle. Lemoine traversa la pièce en 2 enjambées silencieuses. Adrien n'eut même pas le temps de crier. Une main de fer lui saisit la gorge, le soulevant de sa chaise, et le projetant contre une étagère métallique. Les boîtes d'archives
écroulèrent autour de lui dans un bruit sourd de papier et de carton. L'air fut chassé de ses poumons, des étoiles dansèrent devant ses yeux. Le visage de Lemoine était à quelques centimètres du sien, ses yeux aussi vides et froids que ceux d'un requin. La curiosité est un vilain défaut, murmura le tueur, sa poigne se resserrant, coupant la respiration d'Adrien, le tirant vers l'obscurité. La panique et l'instinct de survie prirent le dessus. Alors que sa vision commençait à se brouiller, la main libre d'Adrien chercha désespérément un appui, une arme. Ses doigts se refermèrent sur un objet lourd et froid, un coupe-papier en laiton massif qui se trouvait sur le bureau. Sans réfléchir, il le balança de toutes ses forces, visant le visage de son agresseur. Lemoine, surpris par cette résistance inattendue, tourna la tête. Mais la pointe du coupe-papier lui entailla profondément la joue. Un grognement de douleur et de fureur échappa de ses lèvres, et sa prise se relâcha une fraction de seconde. Était tout ce dont Adrien avait besoin. Il se laissa tomber au sol, aspirant une goulée d'air rauque et douloureuse. Profitant de ce court instant de répit, Adrien ne chercha pas à se battre. Il rampa sur le sol, se faufilant entre les jambes de Lemoine, qui s'essuyait le sang du visage. Son regard se posa sur le petit boîtier rouge fixé au mur. L'alarme incendie. Était sa seule chance. D'un geste désespéré, il se jeta dessus et brisa la vitre avec son poing. Une sirène assourdissante se mit à hurler, un son strident qui déchira le silence feutré de l'établissement. Des lumières rouges se mirent à clignoter, transformant la scène en un cauchemar stroboscopique. Le chaos était son seul allié. Il avait déclenché l'enfer dans le sanctuaire du secret, et il espérait que cela suffirait à le sauver. Lemoine, furieux, se tourna vers lui, mais le bruit et les lumières clignotantes l'avaient clairement déstabilisé. On entendait déjà des bruits de pas précipités dans le couloir, le personnel de sécurité arrivait. Le fantôme, dont l'efficacité reposait sur la discrétion, ne pouvait pas se permettre d'être pris ici. Il lança un regard de haine pure à Adrien, un regard qui promettait que ce était qu'un sursis. Puis, avec une agilité surprenante, il se détourna et disparut par une porte de service, évanouissant aussi vite qu'il était apparu. Adrien, haletant, le corps endolori, resta seul au milieu du désordre, l'alarme hurlant comme un cri de victoire et d'avertissement. Il se releva péniblement, ignorant la douleur fulgurante dans sa main ensanglantée. Il attrapa l'appareil photo qui était tombé au sol, vérifiant que la carte mémoire était toujours à l'intérieur. Il l'avait. Il avait la preuve. Alors que les agents de sécurité faisaient irruption dans la pièce, arme au poing, Adrien savait qu'il ne pouvait pas rester. Il profita de la confusion générale, se glissa dans le couloir et courut. Il courut sans se retourner, descendant les escaliers, traversant le hall d'entrée paniqué, et explosa dans la rue froide de Genève. Le son des sirènes se rapprochait, mais il ne savait plus si elles venaient pour lui ou pour l'alarme. Debout sur le trottoir, tremblant de froid et d'adrénaline, le sang de sa main se mêlant à la pluie fine qui commençait à tomber, Adrien regarda le bâtiment qu'il venait de fuir. Il avait survécu. Il avait récupéré la pièce maîtresse du puzzle. Mais il avait aussi montré son visage à l'ennemi et confirmé qu'il connaissait leur secret le plus sombre. Il était plus un fantôme cherchant la vérité. Il était devenu la cible numéro 1 d'une organisation criminelle qui n'hésiterait devant rien pour le faire taire. La confrontation dans la salle d'archives n'était pas la fin du combat, était le véritable commencement de la guerre. Et il était désormais seul en territoire ennemi. La fuite à travers les rues froides de Genève n'était pas une défaite, mais une déclaration de guerre. L'adrénaline de la confrontation avec Lemoine se mua en une détermination glaciale. Adrien était plus la proie, il était le chasseur qui venait de blesser la bête et de lui voler sa plus précieuse défense, le secret. Dans la sécurité précaire d'une chambre d'hôtel anonyme, il transféra immédiatement les photographies du registre sur un serveur crypté, créant de multiples sauvegardes. Il tenait la preuve matérielle, la signature comptable d'un meurtre vieux de 20 ans. La carte de son grand-père l'avait mené à la vérité, mais était cette image numérique, froide et impersonnelle, qui allait devenir l'arme de sa vengeance. Il contacta Manon et l'inspecteur Renaud. Le temps de la discrétion était révolu. L'heure de l'offensive avait sonné. Manon, de son côté, avait joué son rôle à la perfection. L'annonce de sa fausse découverte archéologique avait fait les gros titres de la presse spécialisée, créant une diversion qui avait forcé le réseau de Delaroche à diviser son attention et ses ressources. En recevant l'appel d'Adrien, et en voyant les preuves qu'il avait obtenues au péril de sa vie,
elle comprit que leur mission avait changé de nature. Ce N était plus une question de justice pour un seul homme, mais de démanteler une organisation criminelle internationale. Grâce à ses contacts dans le monde académique et journalistique, elle activa un réseau de confiance, préparant le terrain pour la divulgation explosive qui allait suivre. L'archéologue sous-marine se transforma en stratège, utilisant l'information comme on utilise un courant marin pour naviguer en eau dangereuse, préparant la tempête médiatique qui allait tout balayer. Réunis dans une planque à Lyon, un lieu neutre fourni par un ancien contact de Renault, le trio improbable mit au point son assaut final. Adrien apportait la preuve et la légitimité de son histoire familiale. Manon, son expertise et son réseau. Renault, sa connaissance des procédures et des failles du système qui l'avait autrefois servi. Ils contactèrent une journaliste d'investigation réputée, une femme connue pour son intransigeance et sa capacité à protéger ses sources. Pendant 2 jours intenses, ils assemblèrent le dossier. Les photos du registre suisse, le témoignage de Renault sur l'enquête étouffée, les extraits les plus accablants du journal d'Arthur, qu'Adrien avait mémorisé, et l'analyse financière de Manon, qui reliait les sociétés écrans. Ils ne construisaient pas un article, mais un réquisitoire public, une bombe à retardement prête à exploser au visage du monde. Leur cible fut choisie avec un soin méticuleux. Ils n'iraient pas à la police, où l'influence de Philippe de la Roche pourrait encore étouffer l'affaire. Ils frapperaient là où son image était la plus précieuse et la plus vulnérable. Lors du gala de charité annuel de la Fondation du Consortium, un événement parisien ultra médiatisé, où le gratin du monde des affaires et de la politique se pressait pour célébrer le grand philanthrope. Était le théâtre de sa respectabilité, la scène sur laquelle il jouait son rôle de mécène éclairé. C'est sur cette même scène qu'ils allaient faire tomber le masque, transformant sa plus grande célébration en son humiliation publique. L'ironie était cruelle et parfaitement justifiée. L'empire bâti sur un meurtre s'effondrerait sous les flashs des caméras qui avaient contribué à sa gloire. Avant de se lancer dans la bataille finale, Adrien passa un dernier appel à sa grand-mère. Il lui raconta tout, sans rien omettre, la trahison, le meurtre, le carnet de bord, la confrontation avec le moine, et le plan pour exposer de la Roche. Il lui demanda non pas sa permission, mais sa bénédiction. La voix d'Isabelle, à l'autre bout du fil, Horace, était plus celle d'une femme brisée par le deuil, mais celle d'une matriarche retrouvant sa force. « Ton grand-père n'aurait jamais voulu que tu risques ta vie, dit-elle, la voix tremblante mais ferme, mais il aurait été si fier de l'homme que tu es devenu. Fais ce que tu as à faire, rends-lui son nom Adrien, rends-nous notre histoire. » Dans ces mots, Adrien puisa la force ultime, la certitude qu'il ne se battait pas seulement pour la justice, mais pour l'amour et l'honneur de sa famille. Le soir du gala, le musée de la Marine à Paris scintillait de 1000 feux. Des invités prestigieux, vêtus de robes de soirée et de smoking, déambulaient au milieu d'artefacts maritimes, ignorant l'hypocrisie macabre de la situation. Adrien, méconnaissable sous un déguisement discret, se mêla au personnel de service, son cœur battant un rythme effréné. Manon coordonnait les opérations depuis l'extérieur, en liaison avec la journaliste qui, elle, était accréditée et assise au premier rang. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension que seul Adrien pouvait ressentir. Chaque sourire de Philippe de la Roche, chaque poignée de main échangée sous les lustres, était une insulte à la mémoire des hommes qui l'avaient fait assassiner. Le prédateur était au sommet de son art, ignorant que le piège était sur le point de se refermer sur lui. Le moment arriva lorsque Philippe de la Roche monta sur scène pour son discours. Il parlait avec une éloquence étudiée de l'importance de préserver l'histoire, de l'héritage que nous laissons aux générations futures. C'est à cet instant que la journaliste se leva pour poser une question. Monsieur de la Roche, en parlant d'héritage, pourriez-vous nous parler de celui d'Arthur Lefèvre et de la transaction de 15 millions de francs suisses effectuée par votre société Nautilus Investment, le 28 juin 1987 ? Un silence glacial tomba sur l'Assemblée. Simultanément, les écrans géants derrière de la Roche cessèrent de diffuser des images de ses œuvres de bienfaisance, pour afficher en gros plan la page du registre suisse, la photo d'Arthur et son équipage, et le tracé de la carte secrète. Le piège venait de se déclencher. La panique se peignit sur le visage habituellement impassible de Philippe de la Roche. Il balbutia, tenta de nier, mais la journaliste enchaîna, sa voix claire et puissante résonnant dans le silence de la salle, détaillant la chronologie du meurtre, la découverte du carnet, le sabotage en Martinique. La rumeur se transforma en un tumulte. Des invités sortaient leur téléphone pour filmer, les flashs crépitaient. Le vernis de la respectabilité de la Roche se fissura, et vola en éclats en direct, devant le monde entier. Au même moment, prévenu par Zell, équipe de la journaliste,
les forces de l'ordre, menées par une unité spéciale de la brigade financière, firent irruption dans la salle. Le philanthrope était pris au piège, son empire de mensonges s'effondrant sous le poids d'une vérité vieille de 20 ans. Au milieu du chaos, le regard d'Adrien croisa celui de Delaroche. Dans les yeux du vieil homme, il ne vit pas de remords, mais une haine pure, et la surprise d'avoir été battu par le petit-fils de l'homme qu'il avait méprisé et éliminé. Était une victoire totale. L'arrestation de Philippe Delaroche fut le début d'un démantèlement en règle. L'enquête qui suivit mit à jour l'aile étendue de la corruption du consortium, ses liens avec le trafic d'armes et le blanchiment d'argent. Victor Lemoine, le fantôme, fut arrêté quelques jours plus tard alors qu'il tentait de fuir en Argentine. La justice, longtemps retardée, suivit son cours, implacable et complète. Les noms d'Arthur Lefèvre et de son équipage furent enfin lavés de l'incompétence et réhabilités en tant que victimes d'un crime odieux. Les conséquences furent profondes et durables. Le scandale ébranla le monde feutré des collectionneurs d'art et des institutions financières, entraînant des réformes sur la traçabilité des artefacts anciens. Pour Adrien, la victoire avait un goût doux amer. Il avait trouvé la vérité, obtenu justice, mais cela ne ramènerait pas son grand-père. La plus grande résolution fut cependant émotionnelle. En collaboration avec les autorités françaises et martiniquaises, de nouvelles recherches furent menées à l'Anse des Traîtres. Elles permirent de retrouver épave de l'Intrépide, délibérément sabordée, ainsi que les restes de l'équipage, leur offrant enfin une sépulture décente. Le corps d'Arthur, cependant, ne fut jamais retrouvé, comme s'il avait choisi de ne faire qu'un avec l'océan qu'il aimait tant. Quelques mois plus tard, Adrien se tenait aux côtés de sa grand-mère devant le mémorial de Fort-de-France. La plaque de marbre originale avait été enlevée. Une nouvelle avait été installée, racontant la véritable histoire de l'Intrépide et de son courageux capitaine, Arthur Lefèvre, cartographe, explorateur, assassiné pour avoir refusé de compromettre son intégrité. Isabelle posa une fleur blanche au pied de la stèle, son visage enfin apaisé. Le long deuil de l'incertitude était terminé. Elle pouvait enfin pleurer son mari, non comme un homme disparu, mais comme un héros dont l'héritage avait été restauré. Le cycle de la douleur, ouvert 20 ans plus tôt, était enfin clos. La carte du San Espectro, l'objet par qui tout était arrivé, fut donnée par Adrien, au Musée national de la Marine. Elle y est désormais exposée, non pas comme une simple carte au trésor, mais comme une pièce à conviction historique. Sous un éclairage spécial, les visiteurs peuvent voir les deux itinéraires, celui, en rouge, qui mène à un trésor de légende, et celui, en bleu luminescent, qui mène à la vérité. C'est un témoignage permanent de l'ingéniosité d'un homme, qui, face à la mort, a utilisé son art non pas pour trouver de l'or, mais pour laisser derrière lui, une arme pour la justice. Une dernière carte, pour guider son sang vers la lumière. Adrien ne retourna jamais à sa vie d'analyste de données. L'aventure l'avait transformé. Avec Manon il créa la Fondation Lefèvre, une organisation dédiée à l'archéologie sous-marine éthique et à la lutte contre le trafic d'artefacts. Il avait commencé sa quête pour trouver des réponses sur le passé de son grand-père, mais il avait fini par trouver son propre avenir. Il n'avait pas hérité d'un trésor de doublons espagnols, mais de quelque chose de bien plus précieux. L'héritage d'Arthur Lefèvre, un héritage non pas d'or, mais de courage, de vérité, et d'un amour indéfectible pour les secrets que l'océan garde précieusement. La boucle était bouclée, la poussière du scandale retomba aussi vite qu'elle était soulevée, laissant derrière elle les ruines d'un empire et le silence assourdissant de la vérité. Dans les semaines qui suivirent l'arrestation de Philippe Delaroche, le tumulte médiatique s'apaisa, se déplaçant vers d'autres drames, d'autres histoires. Mais pour Adrien, le monde n'avait plus la même couleur. Le quotidien parisien, autrefois si rassurant dans sa banalité, lui semblait désormais fade. Il avait navigué sur les eaux troubles du passé, affronté des monstres bien réels, et en était revenu changé à jamais. La carte de son grand-père ne l'avait pas seulement mené à la vérité sur un meurtre, elle l'avait conduit à une nouvelle version de lui-même, un homme qui avait appris que les plus grandes énigmes de l'histoire ne se trouvent pas dans les livres, mais dans le courage de ceux qui osent les affronter. Le silence qui l'entourait était plus celui de l'absence, mais celui d'une paix chèrement acquise. La justice des hommes, bien que lente, fut implacable. Philippe Delaroche, déchu de ses titres et de son aura de philanthrope, finit ses jours en prison, son nom devenant synonyme de trahison et de cupidité. Son empire, bâti sur le sang et le mensonge, s'effondra comme un château de cartes, ses actifs liquidés pour dédommager les familles des victimes et financer des programmes de restitution d'artefacts volés. Victor Lemoine, le fantôme,
fut également condamné à une lourde peine, son silence et sa loyauté criminelle ne lui ayant acheté qu'une cellule froide. Leur chute spectaculaire fut une leçon brutale. Aucune fortune, aucune influence ne peut éternellement dissimuler un crime lorsque la vérité, patiente et tenace comme l'océan, décide de remonter à la surface, portée par la quête d'un seul homme, déterminé à honorer la mémoire des siens. Le plus grand apaisement cependant, ne vint pas des salles de tribunal, mais d'un simple jardin, en banlieue parisienne. Adrien regarda sa grand-mère, Isabelle, planter une nouvelle rose blanche. Pour la première fois en 20 ans, il ne vit plus dans ses yeux le voile de l'incertitude et du deuil non résolu. Une sérénité profonde avait remplacé la douleur. Elle lui sourit, un sourire authentique, qui atteignit enfin ses yeux. « Il est en paix maintenant, » dit-elle simplement. « Et nous aussi. » En restaurant le nom et l'honneur d'Arthur Lefèvre, Adrien n'avait pas seulement résolu un crime. Il avait guéri une blessure familiale qui suppurait depuis 2 décennies. Il avait rendu à sa grand-mère non pas son mari, mais le droit de se souvenir de lui comme le héros qu'il était, et non comme le fantôme d'une tragédie inexpliquée. La carte du sang Nespectro, l'objet de tant de convoitises et de drames, trouva sa place définitive, non pas dans un coffre-fort, mais derrière une vitrine du Musée national de la Marine. Elle y est exposée comme un témoignage de l'ingéniosité humaine face à la barbarie. Grâce à un éclairage spécial, les 2 itinéraires sont visibles. Le tracé rouge, flamboyant, menant vers le mythe d'un trésor, et le tracé bleu, discret et spectral, menant vers la vérité. Elle est devenue un symbole puissant, un réquisitoire silencieux, rappelant à tous ceux qui la contemplent que parfois, les plus grandes découvertes ne sont pas faites d'or et de joyaux, mais d'encre et de courage. La carte n'est plus un instrument de mort, mais une leçon d'histoire, la dernière œuvre d'art d'un cartographe, qui a dessiné son propre chemin vers la éternité. Adrien ne retourna jamais à sa vie d'analyste de données. Comment aurait-il pu, après avoir déchiffré le langage des fantômes, et navigué sur les mers de la conspiration? Avec Manon Baptiste, sa partenaire d'aventure et désormais de vie, il créa la Fondation Lefèvre. Leur mission, financer l'archéologie sous-marine éthique, lutter contre le trafic international d'artefacts, et s'assurer que l'histoire appartient à tous, et non à une poignée de collectionneurs sans scrupules. Il avait commencé sa quête pour comprendre le passé de son grand-père, mais il avait fini par définir son propre avenir. Il perpétuait l'héritage d'Arthur, non pas en cherchant des trésors, mais en protégeant les histoires que ces trésors racontent, transformant une tragédie personnelle en une promesse pour les générations futures. Le corps d'Arthur Lefèvre, lui, ne fut jamais retrouvé. Malgré des recherches approfondies autour de l'eau, épave de l'Intrépide, l'océan a gardé son secret. Pour Adrien et Isabelle, cette absence de sépulture était plus une source de douleur, mais une forme de poésie tragique. Arthur était un homme de la mer, un poète des abysses. Il était retourné à son élément, fusionnant avec l'immensité bleue, qu'il avait tant aimé et étudié. Son tombeau était pas un carré de terre, mais l'océan tout entier, un mémorial vivant et changeant, aussi vaste et profond que l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. Il était pas perdu en mer. Il était devenu la mer, une légende murmurée par le vent et les vagues pour l'outil éternité. Au final, le véritable trésor du sang Nespectro était ni l'or, ni même le cœur d'obsidienne. Le véritable trésor était immatériel, enfermé dans les fibres d'un vieux parchemin. Était la vérité, l'honneur restauré, et le lien indestructible entre un grand-père et son petit-fils, un dialogue à travers le temps qui avait permis à la justice de triompher de la cupidité. Philippe Delaroche avait tout misé sur la valeur matérielle, et il avait tout perdu. Adrien, lui, n'avait cherché qu'une connexion, une réponse. En ne cherchant rien de matériel, il avait tout gagné, un but, un amour, et la paix, pour sa famille. Il avait appris la leçon ultime de son grand-père. La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il trouve, mais à ce qu'il défend. En regardant l'horizon depuis la côte martiniquaise, des années plus tard, Adrien sentit que cette histoire, si intense et définitive, était pas une fin. Était une origine. Chaque artefact sauvé des pilleurs, chaque site historique protégé par sa fondation, était une nouvelle ligne, tracée sur une carte invisible, une carte de la justice. Et ce ne fut que le début de quelque chose de bien plus grand. Si cette quête de vérité vous a touché, si vous croyez que certaines histoires méritent d'être déterrées, alors rejoignez notre communauté. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et dites-nous dans les commentaires, quelle histoire oubliée vous aimeriez que nous racontions. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix
à ceux que le temps et l'injustice ont tenté de faire taire. Certaines cartes ne mènent pas à un endroit, mais à un destin. En suivant l'encre invisible de son grand-père, Adrien Lefebvre n'a pas seulement trouvé la vérité sur sa mort. Il a découvert le chemin vers sa propre vie. L'héritage d'Arthur N n'était pas une destination marquée d'une croix, mais une boussole morale. Et pour Adrien, le voyage ne faisait que commencer, car il avait compris que le plus grand des mondes à explorer n'est pas au fond des océans, mais au plus profond du cœur humain, là où le courage et l'amour peuvent tracer des routes que même la mort ne peut effacer.